Bien, mesdames, messieurs, on est très heureux de vous retrouver sur le stand de Enodis, évidemment l'Institut Paul Bocuse. Vous faites partie des rares dont le produit est connu en grande surface, est aussi accessible aux professionnels que vous êtes. Et ça, c'est quand même un tour de force. Tu as raison, Alexis. C'est vrai qu'on a une marque qui est aussi bien pour le grand public que pour les professionnels, avec un socle commun autour de valeurs qui sont l'envie du vrai. C'est-à-dire une marque qui est transparente, engagée. On a la chance d'avoir autour de cette table, je pense, l'excellence, avec différents profils de pâtissiers, différentes histoires, différents créneaux comme Alix, voilà, qui a un positionnement très différent sur la pâtisserie. Et je pense que quand on parle du talk sur la pâtisserie 2.0, je pense qu'on est dans le thème et on a les bons acteurs autour de cette table. La pâtisserie d'auteur, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse prendre le micro, Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Nicolas Paciello, qui est donc chef pâtissier de l'hôtel Barrière, le Fouquet's à Paris. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous, une pâte qui nous sert à créer. Et je pense que la pâtisserie d'auteur, après, elle se ressent dans les boutiques, dans les idées, dans les projets. Et je pense que c'est ça. Hein. Mais c'est un mot nouveau, c'est un mot galvaudé, c'est un mot qu'on disait pas à l'époque. Pâtisserie, j'ai pas le souvenir que il y a encore quelques années on parlait de pâtissier d'auteur. C'est ce mot-là aujourd'hui, comme on parlait d'ailleurs pas à l'époque d'écriture de la cuisine. Ça, c'est des mots très contemporains. On en parlait tout à l'heure avec deux historiens de la cuisine. Ils me disaient non, ça c'est pas vrai. On était cuisinier, point barre. Vous en pensez quoi, Nicolas? Alors, moi je trouve qu'il faut pas opposer. Tout est complémentaire. Moi, à chaque fois qu'on m'a demandé quel est votre style de pâtisserie, j'ai toujours dit traditionnel évolutif. C'est-à-dire que pour moi, ça bouge en permanence. Il y a des modes avec leurs excès, on en garde. Il y a d'autres modes. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, on revient au traditionnel pour se rassurer. Puis on repart dans une autre mode. Donc pour moi, ça se complète. Après, chacun va l'interpréter différemment, dans le sens où on a tous notre sensibilité. Et il y a des gens qui vont découvrir, qui vont aller sur des terrains qui sont plus originaux, il y en a qui n'ont pas la même formation, donc ils vont se servir de ce qu'ils ont. Donc en fin de compte, c'est tout ça qui fait que c'est en perpétuel mouvement, évolution, et c'est ce qui fait la magie de notre travail. Charles, merci d'être avec nous de l'Institut Paul Bocuse. Alors évidemment, bonjour. On est ici aussi dans le cadre des formations tout au long de la vie, mais il y a aussi des formations initiales, bien sûr, à l'Institut Paul Bocuse. Tous ces gens qui vont un jour vouloir faire de la pâtisserie, qu'est-ce qui les anime? Je pense comme nous tous de la passion, la gourmandise, particulièrement en France ou partout dans le monde, on a un peu tous ces souvenirs d'enfance, comme on l'avait dit avec notre gâteau d'anniversaire, où la pâtisserie a vraiment un aspect festif. Et je pense que c'est ce qui motive la plupart d'entre nous de nous lancer dans cette industrie. Et par la suite, il y a aussi le côté artistique. C'est aussi une manière de pouvoir s'exprimer sous différents modèles. Et c'est vraiment comme ça qu'on essaye de guider nos étudiants à l'Institut, leur donner les bases, premièrement, pour pouvoir maîtriser un outil et derrière s'éclater avec, tout simplement. On peut imaginer aussi quand on rentre à l'Institut Paul Bocuse, dire tiens, je vais faire cuisinier ou pâtissier. Moi, j'ai connu des très grands chefs qui ont commencé par la pâtisserie. Je pense par exemple à Nicolas Lebec, qui est pour moi un des plus grands chefs de l'histoire et qui, parce qu'il a une âme de pâtissier dans sa cuisine, en fait certainement des chefs les plus techniques. Vous n'avez pas hésité à un moment à basculer de l'un à l'autre? Pour être honnête avec vous, moi j'ai commencé mon expérience par la cuisine et puis par la suite, en ayant certaines expériences dans des restaurants comme Pierre Orsi, je me suis dirigé vers Monsieur Pierre Orsi, une belle table de Lyon. Je me suis dirigé vers la pâtisserie et derrière ça m'a emmené à faire mon apprentissage chez Georges Blanc au restaurant Trois Étals. Donc voilà, c'est en passant par la cuisine que j'ai découvert cet amour profond pour la pâtisserie et voilà, c'est ce qu'on essaie de transmettre quotidiennement en tout cas. Alors vous êtes tous différents, vous travaillez tous la pâtisserie mais de façon différente parce que votre objet social n'est pas le même et vos histoires ne sont pas les mêmes, mais quand même on défend aussi la pâtisserie française. En plus, on a un code bleu, blanc, rouge. La pâtisserie française, ça veut dire quoi, Nicolas? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une histoire dans la pâtisserie. Et c'est vrai que sans être chauvin ou quoi que ce soit, on a quand même, je pense, la plus belle base de pâtisserie. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et on a la chance d'avoir aussi des jeunes qui arrivent chaque année, qui se nourrissent, et ça, de génération en génération, ça se renouvelle, et c'est ce qui fait notre force. Après, moi je dis toujours, on a la chance d'avoir des super produits,
Franchement, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Et on a la chance aussi d'avoir du matériel très performant, pardon, ce qui nous permet de progresser. Et il y a une espèce de renouvellement permanent dans cette pâtisserie française qui part de l'histoire, mais qui continue à évoluer. Je veux dire, on en a la preuve devant nous. Et ça, c'est impressionnant et remarquable. Alors, vous qui le connaissez mieux que moi, vous les voyez évoluer comment? Ah, ils vieillissent, hein? Non. C'est-à-dire? Non, mais comment vous dire? C'est des gens que je connais depuis des années. Des fois qu'on a connus, ils étaient même commis ou chefs de parti. Et quand ils ont assimilé toutes ces bases, il y a leur personnalité qui ressort. Et là, ils commencent à créer. Et c'est là où on trouve leur personnalité. Moi, je suis impressionné par la création de chacun, hein, franchement. En tout cas, vous différent. Le voyez, vous le dites, ouais. Oui, c'est très différent. Il y en a qui sont très très modernes, il y en a qui sont un peu plus classiques, il y en a qui sont sur des goûts originaux, il y en a sur des goûts plus classiques. Mais chacun, au fur et à mesure, va trouver sa personnalité dans la pâtisserie. Et c'est ce qui va faire des pâtisseries signatures et une identité. Mais la pâtisserie, est-ce encore de la pâtisserie? C'est quoi le mot? Ça veut dire quoi le mot pâtissier? J'ai avec moi, eh bien, effectivement, un champion du monde. La pâtisserie, ça peut être très très large parce que c'est vrai qu'on a la chance de couvrir énormément de choses dans notre métier. Quand on travaille en hôtellerie, restauration, on va servir notre client depuis le petit déjeuner, le dessert le midi, le tea time. On peut les accompagner vraiment tout au long de la journée. Moi, ce qui me plaît dans la pâtisserie, c'est d'offrir. C'est un côté réconfortant, une pâtisserie, que ce soit une bonne viennoiserie avec ce goût de beurre sur un petit déjeuner. On s'éclate sur quoi en pâtisserie? On s'éclate sur des choses individuelles, des choses grandes que l'on partage, sur du montage de sucre. Dans les techniques de pâtisserie, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Quel est le plus grand territoire d'expression? Ou c'est toutes les techniques que vous aimez changer de l'un à l'autre? Voilà, la pâtisserie, c'est finalement passer d'une technique à l'autre. François. Ce qui est le plus intéressant, contrairement à l'aspect de gourmandise dont parlait Étienne, c'est surtout la transformation de la matière. Enfin, moi, si je devais définir la pâtisserie, contrairement à la cuisine, en cuisine, on prend une super matière première, un super poisson, une super viande, un super légume, on le transforme à peine d'ailleurs, ou pas du tout, on l'assaisonne simplement ou on cuit, et ça fait un très bon plat. En pâtisserie, on peut mettre les meilleures noisettes du monde dans une assiette, ça en fera jamais un très bon dessert. Et je trouve que l'aspect de la transformation de la matière, que ce soit de la crème qu'on fait monter, que ce soit du chocolat qu'on fait fondre, qu'on fasse du brut, du sculpté, des trucs texturés et tout, c'est ça qui est passionnant. Enfin, moi, je pense que c'est un des aspects sur lesquels on se retrouve le plus, c'est qu'il y a vraiment cette idée on a une matière première qui est incroyable, et on s'inquiète vraiment de notre sourcing, en fait. Enfin, moi, j'ai commencé le métier il y a 20 ans. Mais justement, l'inspiration, votre inspiration, vous la prenez où? Vous lisez, vous allez dans la nature, c'est parfois un fruit qui va vous inspirer. Voilà, où est-ce que vous inspirez les uns les autres? Votre pâtisserie d'écriture, vous m'avez dit je suis un auteur. Très bien. Vous inspirez où? Je suis un grand passionné d'art en général, donc les arts urbains, l'art contemporain, la mode, je suis très attaché à tout ça. Et du coup, toutes les très grandes vitrines de Louis Vuitton, de très grands magasins, des super robes de créateurs, je trouve ça incroyable. Ça, c'est un domaine qui vous inspire? Ouais, vraiment. Tous les domaines artistiques, en fait. Les arts, on va dire les artistes, les artisans et l'artisanat d'art en général. Un super souffleur de verre, une super céramiste, des gens qui sont passionnés et passionnants. La technique peut faire tellement de choses. Exactement. Vous vous inspirez où pour votre pâtisserie? Qu'est-ce qui vous dit « Ah, ça c'est top, j'aimerais transmettre dans mon travail ». Alors moi, je m'inspire beaucoup. On est de plus en plus sur les réseaux, de plus en plus sur Instagram, et je pense qu'il faut il faut quand même, on ouvre tous les jours et suivre des comptes. Alors peut-être pas de la pâtisserie, mais des architectes, tout ce qui a lieu à la matière, et que ce soit de la matière, des couleurs, ça nous inspire beaucoup. Et après, nous, on travaille les produits. Alors on part de bonnes matières premières. C'est ce qui nous inspire en premier, je pense. Quand les fruits arrivent, on les goûte, et puis à partir de là, on essaye de créer des desserts et de trouver des formes qui s'adaptent le mieux. Mais justement, ce n'est pas la boîte de Pandore, les réseaux sociaux, c'est pas le moyen d'aller voir ce que fait l'un, fait l'autre. C'est un bon moyen de communiquer, c'est un bon moyen de... Moi, le point de vue que j'ai vraiment sur les réseaux sociaux, c'est que ça a permis aussi aux pâtissiers à rentrer en contact avec la clientèle. Parce que pendant très longtemps, moi j'ai souvent bossé dans des caves, on va dire les choses franchement, et des pâtisseries comme ça où on voyait même pas le jour, on n'avait pas de contact avec les clients. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, ouais. En fait, pouvoir partager ce qu'on veut transmettre, parce que c'est quand même hyper personnel un dessert quand on a la chance de faire de la création.
C'est toute la passion qu'on porte, qu'on met dans un gâteau et qu'on a envie de transmettre avec les gens. Donc il y a pas de pâtisserie sans amour. Cette accessibilité qu'on a réussi à avoir grâce aux réseaux sociaux, ça nous permet d'échanger avec les gens autour de nous et c'est hyper positif. Faut le voir de ce point de vue-là, je pense. Alors, Et de Alix, pouvoir- oui. Et je trouve, pour rebondir, de pouvoir se remettre en question et savoir, moi pour ma part, pour des pâtisseries boutiques, on a souvent la vendeuse qui est avant, donc les retours de la vendeuse, ou alors les personnes ne sont pas des retours qu'on a en direct. Donc finalement, c'est souvent faussé, c'est les avis. Donc là, on arrive à créer et à avoir directement l'avis du consommateur final et pouvoir se réinventer, mais plus rapidement. Vous avez parlé de nostalgie, de goût qu'on aime bien retrouver. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut un peu condamner la novation, l'innovation? Mon Paris-Brest que j'ai aimé, je l'aime comme ça. Mon millefeuille, je le laisse comme ça. Bon, bah, je vais pas caricaturer, mais j'ai eu la chance de goûter la cuisine d'Anne-Sophie Pic et j'ai goûté son millefeuille blanc. Je suis un fou de millefeuille blanc, enfin de millefeuille classique. Et il était très bon son millefeuille, mais le fait de ne pas avoir vu mon feuilletage classique, bah, je suis passé à côté parce que j'ai pas retrouvé ce que j'aime moi dans mon goût à moi. Les gens sont très régressifs avec vous. Est-ce qu'on peut quand même les amener vers quelque chose de très différent? Mais je pense que ça dépend du contexte. Sur du dessert à l'assiette, quand vous allez dans un restaurant, vous êtes plutôt prêt à découvrir quelque chose, découvrir une épice, découvrir un poivre, découvrir quelque chose qu'on va pas forcément manger tous les jours. Sur une pâtisserie de boutique, on peut s'éclater sur une ou deux variétés de petits gâteaux en essayant de proposer une vraie découverte à nos clients. Après, majoritairement, quand vous achetez un gâteau pour un anniversaire ou pour une réunion de famille ou pour un dîner, si vous achetez un entremets, un gâteau à partager, vous avez le souci que le client qui va vous acheter le gâteau, il a envie qu'il puisse plaire à tous ses convives à table, pas juste à une personne et déplaire au reste. Donc c'est sur des gâteaux individuels, on va pouvoir s'éclater à proposer autre chose. Par contre, sur du format vraiment à partager, on va chercher la consensualité, que chacun se retrouve. Et c'est là où on revient justement parfois sur nos classiques. Est-ce qu'il y aurait des solutions peut-être aussi de saisonnalité? C'est des choses que vous connaissez bien, mais encore une fois, c'est pas vous plus que les autres, mais on est là depuis 4 jours et depuis 4 jours, on ne parle que de ça dans les ateliers de cuisine. Certains chefs qui disent ça, je n'en veux plus. Travailler différemment, organiser les brigades différemment. On sent qu'il y a un mouvement de fond qui a bousculé tous les ateliers. Qu'est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire? Moi, je suis en train de travailler, je suis en work in progress sur ça, et demain, mon métier, je le ferai différemment parce que ça, aujourd'hui, j'en veux plus. Vous qui êtes champion du monde de la pâtisserie 2017. Ben, je suis d'accord que il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je pense qu'il y a déjà dans la tendance, Et je pense justement, vraiment génifiant parce que c'était la table ronde d'auparavant. un effort de saisonnalité justement par rapport aux matières premières, par rapport aux fruits notamment. Ça a du sens déjà pour nous parce qu'en termes gustatifs, quand on travaille un produit de saison, il est forcément meilleur. Ça n'a pas forcément de sens de travailler de la framboise en plein mois de décembre. Après, il y a quand même une réalité. Moi aujourd'hui, je voyage beaucoup, je fais beaucoup d'entreprises puisque je fais de la formation et du conseil. Donc je discute beaucoup avec les chefs d'entreprise et la réalité, ça reste quand même le consommateur final qui l'a. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, effectivement, je veux pas faire de tarte à la framboise au mois de décembre. Maintenant, si vos clients en veulent absolument, c'est un choix après d'entrepreneur de savoir dire oui ou non. Bien évidemment, on se dit tous qu'il faut pas le faire. Aujourd'hui, ça peut parfois être une problématique. Ça dépasse parfois le simple métier de pâtissier. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son compte, on a deux personnes ici à cette table qui sont installées à leur compte dans une boutique. Aujourd'hui, il y a une entreprise à faire tourner et des clients à satisfaire. Donc le parallèle n'est pas toujours évident à faire parce que justement, quand on parle d'écologie, on a parlé des matières premières, mais on peut aussi parler de tous nos consommables, de nos produits d'entretien, du film alimentaire, du papier jetable. Et tout ça, c'est la logique, bien sûr, de production. Alors, le grand pâtissier de demain, il sera différent de vous parce que quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer dans la pâtisserie demain qui pourrait la faire progresser? Nous, on travaille tous les jours. Enfin, je veux dire, même, c'est pas en faisant un gâteau à la maison qu'on peut atteindre des niveaux et on en croise tous les jours, on en croise sur le salon, on le voit sur Internet. Mais après, la pâtisserie, ça reste un métier où on a travaillé beaucoup pour apprendre toutes ces méthodes-là. Pour les surprendre, après, on se renouvelle, on travaille et on essaye, enfin, on continue à montrer des nouvelles formes, des nouvelles techniques. Et puis, on les surprend aussi avec ces producteurs. Moi, j'aime bien, enfin, depuis pas si longtemps que ça, mais
j'aime bien aller rencontrer ces producteurs qu'on a en France et parler de ces gens-là aussi. Et ça fait partie du pâtissier de demain, de mettre en avant ces gens-là qui sont aussi passionnés que nous. Ouais. Charles. Non, mais il y a une mouvance du naturel actuellement. Moi, je pense que beaucoup de pâtissiers qui ont une grande visibilité ont supprimé les colorants de leur gamme et ça leur empêche pas de marcher très bien. De toute façon, enfin, bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on parle beaucoup d'élitisme. Il faut pas oublier de dire aux gens que voilà, c'est quand même des gâteaux, malgré tout le respect que j'ai pour l'excellence de notre métier. Et je suis très honoré d'être à la table ici aujourd'hui, mais voilà, il faut aussi garder des propos très très simples parce qu'on parle de gâteaux et voilà quoi. Moi en tout cas c'est ce que j'essaye d'enseigner aux élèves qu'on a à l'Institut Paul Bocuse. C'est malgré la mise en avant de notre métier depuis ces dernières années, il faut garder un peu de retrait. Il faut garder ses convictions. Et voilà quoi, c'est sûrement des modes, des passades. Et si on pense que quelque chose est juste, il faut le croire et le mettre en avant. Après, il y a juste un petit bémol sur une réalité, c'est que derrière, aller chercher le petit producteur qui va faire du produit de saison en petite quantité, bio, tip top, derrière, ça a un coût. Ce coût, il faut être sûr de pouvoir encore une fois, on est tous déjà amenés à être entrepreneurs, ou dans tous les cas on travaille dans des entreprises qui ont vocation quand même de tourner, et ça il faut aujourd'hui faire accepter aussi à notre consommateur final que potentiellement il va acheter son gâteau plus cher. On remercie nos amis, merci Lévia d'avoir préparé avec nous l'ensemble de cette table ronde.